Bienvenue dans la Totale Dimanche et voici le sommaire de votre magazine. Les élections locales se profilent à l'horizon. La période de pré-campagne est assez mouvementée. Les différentes coalitions politiques peaufinent leur stratégie de communication pour rafler le maximum de voix au soir du 23 janvier 2022. Et c'est justement ce que nous allons voir donc confraternellement. Des experts en communication vont analyser le discours des uns et des autres ainsi que les démarches entamées. La production de blé 100% sénégalais au menu de Coin Éco, le prix du pain est désormais en hausse et cela risque de créer un malaise du côté des consommateurs. Et pourtant, plusieurs spécialistes des techniques d'alimentation recommandent d'investir dans la fabrication de blé au Sénégal et la valorisation des céréales locales pour ainsi remplacer la teneur en farine. Et la question de la hausse du prix du pain va revenir dans tranche de vie. Il n'est pas donné à tout le monde de se payer du pain à 175 francs le kilo tous les matins et même au soir. Dans certaines familles, l'on cherche des alternatives puisque les portefeuilles risquent de prendre un sacré coup. Et dans Ailleurs, nous irons en France à suivre les réactions des Sénégalais de Paris suite à la déclaration d'Éric Zemmour. Le candidat à la présidentielle française compte rapatrier tous les étrangers de France s'il est élu. Voici pour le sommaire. Bienvenue à tous dans la Totale Dimanche. C'est donc une opération de séduction et les plus convaincants pourraient l'emporter. En perspective des élections locales de janvier 2022, tous les moyens sont bons pour gagner la confiance et le vote des Sénégalais. Des visites de proximité, la bataille sur Internet, des accusations et des répliques, les stratégies de communication des coalitions pour ces élections locales analysées par un expert en communication, Momar Thiam, dans un entretien accordé à Abdourahmane Di et Augustin Mandan. Chacun y va de sa méthode, mais l'objectif reste le même. Faire adhérer les populations à sa cause. Des hommes qui enlèvent leur costume de responsable politique pour se rapprocher des populations lambda, paraphrasant ainsi le penseur Jacques Dutronc qui dit, je cite, « La politique, c'est un des rares métiers du spectacle où l'on voit toujours les mêmes acteurs, le même scénario, les mêmes décors et les mêmes costumes, et personne ne dit rien. » Fin de citation. Des campagnes électorales teintées de folklore, fait remarquer le spécialiste en communication. Momar Thiam invite les politiciens à adopter une démarche plus naturelle vis-à-vis des populations. Malheureusement, ça sonne faux. Et quand ça sonne faux, non seulement c'est contre-productif, parce que l'effet recherché est complètement dénaturé, c'est-à-dire que vous pensez être proche des gens, mais vous vous éloignez un peu plus des gens parce que ceux qui vous jugent font partie de ces gens. Et les hommes politiques pensent jouer de leur proximité relationnelle avec les populations et malheureusement, c'est l'effet contraire quelquefois qui se produit. La démarche productive aux yeux de Momar Thiam dans une arène politique criblée de violence serait pour tout candidat de ramer à contre-courant en adoucissant au besoin son tempérament. Les violences verbales mais aussi physiques se résument depuis quelque temps, selon l'expert en communication, entre la charte de la non-violence qu'un leader politique dit ne pas avoir l'intention de signer et le chef de l'État qui reçoit le mandataire départemental de la coalition Yewwi Askan Wi qui avait disparu avec les listes de la dite coalition. Et que les hommes politiques garderaient davantage à mieux surveiller les actes, les actions qu'ils posent, mais aussi les paroles. Parce que les paroles peuvent être blessantes, les actes peuvent être discriminatoires, mais aussi les postures peuvent être dérogatoires. Et donc on a tout intérêt à faire preuve de sagesse, mais surtout à donner l'exemple. La sagesse, par ailleurs, voudrait, selon le communicant, que les acteurs politiques parlent aux Sénégalais et leur proposent une solution aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est là où les hommes politiques se trompent. Les élections locales, c'est des élections qui vont lier dans une mission publique un homme politique ou quelqu'un de la société civile à des populations localement implantées. Il faut que ces populations locales se reflètent dans tout ce que vous faites. Et c'est là où ils commettent des erreurs de communication. Mais les hommes politiques, la plupart du temps, se parlent entre eux pour la bonne et simple raison
le président de la République pose un acte, prend une décision, vous avez l'opposition qui vient dire c'est pas normal qu'il fasse ça. Mais vous parlez entre vous, vous ne parlez pas aux populations. Et malheureusement, c'est ce qui explique le désamour aujourd'hui entre une bonne partie de l'opinion et les hommes politiques. Ce qui est certain est qu'à un mois des locales, les politiciens ne se gênent pas. Ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour charmer l'électorat. Merci à vous pour ce reportage. Notre invité ce soir dans Confraternellement, Bachir Fofana, spécialiste en communication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure dans le reportage, la période de pré-campagne a démarré avec des séances de porte-à-porte, comme on l'a constaté, des visites de proximité. Est-ce que selon vous, c'est une bonne démarche avant la campagne ? Oui, vous savez, les élections sont des élections locales, oui. Donc plus ou moins on est dans une approche de proximité avec les citoyens. Et dans ce cadre, la démarche de porte-à-porte, la démarche de visite de VAD, visite à domicile, sont des démarches très souhaitées et encouragées. Contrairement à des meetings et autres qui peuvent être très coûteux et qui n'ont pas beaucoup d'effet sur les électeurs. Donc de ce point de vue, oui, c'est une bonne chose. De ce point de vue, c'est une bonne initiative. De ce point de vue, c'est plus ou moins la bonne approche par rapport à ces élections. C'est une méthode classique quand même qui ne passe peut-être plus auprès de la population. On a vu le candidat de Benno Bokar Abdoulaye Diouf Sarr en vendeur d'arachides. Il y a également Mansour Faye, candidat à la mairie de Saint-Louis en mode motocycliste. Comment analyser ces approches qui se suivent et se ressemblent? Bon, vous savez, en fait, dans le terrain, dans la communication politique, il y a une dose de théâtralisation qui existe, qui doit être plus ou moins menée, mais elle doit être menée avec intelligence. Avec subtilité, de façon à ce que ça ne soit pas quelque chose de forcé vis-à-vis du citoyen, mais que ça soit quelque chose de naturel. Or, malheureusement, les exemples que vous avez montrés, ce sont des exemples qui ne sont pas du tout naturels. On aurait pu mieux faire. Mais quand même, il faut savoir que ça fait partie du jeu politique et on le fait. C'est pas pour rien, je donne un exemple, Obama qui vient au Sénégal, le bébé qu'il porte là, il ne s'est pas venu spontanément pour le porter, on l'a posé principalement à un endroit précis pour qu'arrivé là-bas, il puisse le prendre. C'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu, c'est le rôle des communicants de faire un peu dans la théâtralisation. Maintenant, après, il ne faut pas trop forcer sur la chose et il faut que ça soit le plus naturel possible. Et c'est quoi la bonne approche? La bonne approche, c'est d'être naturel, décontracté et de ne pas se soucier de si on est filmé ou pas. Parce que bon, c'est un peu ça, parce qu'on pense trop à celui qui n'est pas là et à qui on voudrait vendre une image de monsieur proximité et tout, et que finalement, au lieu d'avoir ce qu'on cherche, on retrouve l'effet contraire, c'est-à-dire on finit par se faire avoir une révulsion vis-à-vis de ces acteurs politiques. De plus, ce sont des actes que l'on remarque peut-être en période de campagne, il y a des promesses qui sont faites aux populations et après, on ne les voit plus sur le terrain quand même. C'est exactement, parce que dès l'instant que vous venez tous les jours ou à cette approche des élections quotidiennement sur le terrain, après les élections, on ne vous voit plus. Donc finalement, déjà, dans la tête du citoyen, ils vont dire « Ah, les politiciens, ils sont tous pareils. À l'approche des élections, ils deviennent hommes du peuple. Et après les élections, ils deviennent plus hommes du peuple. » La raison pour laquelle aujourd'hui, pratiquement, ils sont nombreux, ces acteurs politiques qui sont très prompts à répondre au téléphone quand vous les appelez. Parce qu'ils cherchent le militant, n'importe lequel, partout ils peuvent l'avoir. Mais une fois qu'ils sont élus, ils deviennent injoignables, inaccessibles. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la séance de campagne électorale et de pré-campagne a sa particularité et sa spécificité, mais ça n'empêche pas que le citoyen aime l'homme politique naturel, le citoyen aime l'homme politique spontané, le citoyen aime l'homme politique qui vient sans calcul. Et si dès l'instant que ces trois éléments vous arrivez à l'avoir, effectivement vous devenez cet homme proche de son peuple, proche de sa commune, proche de ses concitoyens et qui se fait accepter. Mais ça aussi, on dirait que c'est un problème. Il y a un autre fait. Le discours politique s'est effrité quand même ces dernières années, et même si les programmes des uns et des autres sont ambitieux, les populations elles-mêmes ont du mal à croire à leurs bonnes intentions, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que alors ces démarches peuvent changer grand-chose à cela? Renverser la tendance? Ça pourrait inverser la tendance, mais pour l'instant, attendons à la fin des élections pour voir si ça a vraiment inversé. Mais vous avez raison, de façon générale, nous sommes dans
dans un cercle où de plus en plus il y a un désamour du citoyen vis-à-vis de l'homme politique. C'est la raison pour laquelle peut-être il y a énormément de candidatures indépendantes qui ont suscité beaucoup plus d'intérêt que les candidatures d'hommes politiques. Parce qu'effectivement, de façon générale, que ce soit des hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition, la perception est la même. Le citoyen, il les met tous dans le même panier, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit jamais la vérité, qui tient des promesses qu'il ne va jamais respecter, et quelqu'un qui ne respecte pas plus ou moins sa parole. Donc effectivement, de ce point de vue, on attend de voir, mais si ces gestes-là, comme je l'ai dit tantôt, sont naturels, spontanés, ça peut toucher l'électeur, mais si c'est des gestes calculés, les citoyens sont aujourd'hui assez alertes, assez avertis. Ils sont habitués, ils ont vu passer, ils ont vu d'autres, et voilà, on ne peut plus les berner. C'est une impression de déjà vu. C'est une impression de déjà vu, effectivement. Donc la guerre, on va mettre les guillemets, c'est pas seulement sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux. Et vous êtes spécialiste en communication. Quelle est votre analyse par rapport à ces tiraillements, si on peut l'appeler comme ça? Vous savez, l'homme politique aura su allier le terrain et la communication digitale, c'est celui-là qui aura plus de chances de marquer des points. Parce qu'il ne faut pas forcément uniquement se cantonner aux réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus seulement se cantonner sur la communication. Il faut savoir trouver le bon dosage. Donc la balance. Maintenant, les hommes politiques, il y a une guerre, c'est normal. Après, c'est tout à fait normal. Chaque partisan, chaque clan va essayer de dépeindre l'autre comme étant celui qui fait une mauvaise communication, mais de part et d'autre, il y a de bonnes choses qui se font, mais de part et d'autre aussi, il y a des choses qui ne sont pas du tout à apprécier dans une démarche communicationnelle. Mais après, chaque clan essaiera toujours de dire j'ai raison, chaque clan essaiera toujours de dire ce que je fais c'est bien, mais bon, au fond, est-ce que après le résultat attendu, c'est-à-dire convaincre le citoyen électeur, est-ce que ce résultat est obtenu? Peut-être pas, mais on verra plus tard. Par contre, dans cette bataille de communication, c'est plutôt des accusations et des réponses qui sont assez personnelles quand même, qui sont mises en avant. Et les programmes sont quelque peu laissés en rade. Ça, c'est une erreur. C'est le parent pauvre de ces élections. Vous savez, ces élections sont locales que de nom, parce qu'on a déplacé le curseur dans d'autres préoccupations qui ne sont pas forcément les enjeux du développement à la base. Donc, que ce soit le camp du pouvoir, on a entendu ici le directeur de cabinet du président dire que les élections vont déterminer la question de la troisième candidature. Donc, vous voyez aujourd'hui les grandes coalitions, les leaders de ces coalitions sont aujourd'hui des personnes plus ou moins en maille avec des affaires judiciaires et qui espèrent à partir de ces élections trouver assez de poids politique pour peser sur la balance. Donc vous voyez, on ne parle plus d'enjeux de développement à la base, on ne parle plus de développement local, on ne parle pas de financement des collectivités territoriales, etc. Donc forcément, les programmes sont les parents pauvres. Aujourd'hui, personne ne fait un combat ou un affrontement programme contre programme, malheureusement. À quoi on fait un programme dans ce cas? Bon, après, à quoi bon faire un programme? On peut se le poser cette question, mais en espérant que les citoyens aussi, en élisant, ils vont élire des gens, non pas sur la base de leur agenda personnel, mais de ceux qui sont en mesure de forcément faire le développement à la base. Parce que comme on dit, ces élections, comme j'aime à le dire, c'est des élections de Bopokogne. Chacun son quartier, chacun sa localité, chacun le développement de sa localité. Donc les alliances ne doivent se faire à ce niveau, les alliances doivent être programmatiques, les alliances doivent être axé sur le développement à la base, mais malheureusement, ce que nous voyons, ce n'est pas ça. Donc, très peu de place au programme, très peu de place aux idées. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu, par exemple, le candidat de Benno Bokk Yakaar à Dakar, par exemple, parler de son programme sur 100 actions prioritaires, mais je ne peux vous citer aucune action, parce que ça n'a pas fait l'objet de débat. Ça n'a pas fait l'objet de débat dans les médias, et ainsi de suite. Et d'autres, Pape Diop a décliné son programme ici à Dakar. Même chose, on peut en dire d'autres et d'autres, mais par exemple, les gens ont fait des meetings d'investiture, ce qui est quand même inédit pour des élections locales. Oui. Donc c'est la première fois que j'ai un meeting d'investiture. C'était des meetings de mobilisation, tout ce que vous voulez. Peut-être aussi que ça fait partie de la stratégie de communication. Tout à fait. Mais par contre, très peu en ont profité pour décliner leurs orientations ou leurs ambitions. Ils ont plus parlé de leur à titre personnel, etc. Donc oui, le programme, c'est le parent pauvre pour l'instant de ces élections. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, les questions, les accusations, les réponses. Si on prend l'exemple de l'opposition, par exemple, c'est plutôt des accusations, des menaces ou encore des avertissements. Est-ce qu'on peut dire que cette opposition suit la logique post-présidentielle?
Bon, l'opposition n'est toujours pas sortie de la présidentielle. Donc, elle espère faire de ces élections un deuxième tour qu'elles n'ont pas obtenu malheureusement. Donc, ce qui fait que ça rejoint toujours ce que je disais dans la suite de ce que je viens de dire. Le débat programmatique est très peu présent. Donc aujourd'hui, c'est accusation contre accusation, des fois menaces, parce que quelque part, on est toujours en train de solder les comptes de la présidentielle passée. Et malheureusement, ce n'est pas la meilleure approche. Je pense que peut-être l'opposition gagnerait à être une force de proposition, une alternative à ce que fait le pouvoir, plutôt que d'être là, à être dans action, réaction, attaque contre attaque. Mais le pouvoir non plus ne se laisse pas faire des réponses assez virulentes par moment. Est-ce que c'est la bonne démarche? Bon, ce n'est pas de nature quand même à apaiser le climat politique, l'espace politique. Ça quand même, il faut l'admettre pour le reconnaître. Moi, je n'aurais pas agi de la sorte. J'aurais pris une autre option. Bon, maintenant, après, je pense aussi que chacun des parties prenantes de ce processus électoral, ils gagneraient tous à faire en sorte que nous ayons des élections apaisées, que nous ayons des élections calmes dans la transparence et que nous ayons également des élections dont les résultats ne feraient pas l'objet de contestation. Mais tel que nous partons là, c'est sûr que forcément on va vers des polémiques après les résultats. En tout cas, merci beaucoup. Bachir Fofana, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste en communication. On enchaîne tout de suite avec Point Écho. Alors le prix du sac de farine étant haussé, cela se traduit par une augmentation du prix du pain. Mauvaise nouvelle pour le consommateur. Cette nouvelle relance le débat sur l'autosuffisance alimentaire au Sénégal où le blé est toujours importé pendant plusieurs années ou depuis pas mal d'années. Des experts locaux ont découvert des techniques de production du blé au Sénégal, du Made in Sénégal 100%. Et Pape Madradessar s'est intéressé au sujet, son récit. Le dernier bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales en date du 2 décembre 2021 fait état de récoltes plus faibles que prévues dans le marché mondial. Les prévisions de la production mondiale ont connu une baisse et s'établissent à 769,6 millions de tonnes pour la saison 2021-2022 contre 776,5 millions de tonnes pour 2020-2021, ce qui va dans le sens du recul d'1% prévu en glissement annuel. En Afrique, le taux d'importation de blé est toujours important, selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture en date de juillet 2021. Le Maroc fera partie des rares pays à voir ses achats reculer d'une année sur l'autre en raison de la bonne récolte réalisée en 2020-2021 qui diminuera le recours au marché international. Au Sénégal, le blé représente 2,5% des importations totales du pays en 2019. Les importations en la matière se chiffrent en 2019 à 107,8 milliards de francs CFA. En volume, elles atteignent 702,8 milliers de tonnes en 2019 contre 604,5 milliers de tonnes en 2018. Une dépendance qui pendant longtemps a poussé le gouvernement à subventionner et à baisser le taux de taxation du produit. Mais face à l'inflation continue du prix du blé dans les cours mondiaux, l'État, affecté sur le plan économique par la pandémie de Covid-19 et acculé par les meuniers et boulangers du pays, finit par céder. Les prix des sacs de farine et du pain augmentent au détriment de la population. La miche qui se vendait à 150 francs CFA passe à 175 francs CFA. Et pourtant, ce blé avec lequel est fabriqué ce pain peut bel et bien être produit ici depuis une dizaine d'années. L'ISRA, Institut sénégalais de recherches agricoles, a travaillé à introduire la culture du blé au Sénégal. Cela aboutit à l'homologation de près de 8 variétés de blé, 4 variétés de blé tendre, celui qui est destiné à la boulangerie pour le pain, et 4 autres variétés de blé dur, destinées à tout ce qui est biscuit, couscous entre autres, selon Dr Madiama Sissé, directeur ISRA Saint-Louis et coordonnateur des travaux de recherche sur le blé au Sénégal, du blé cultivable dans la vallée du fleuve Sénégal. Selon les experts de l'ISRA,
C'est désormais au gouvernement de donner une suite à ces travaux. De leur avis, avec un programme solide pluriannuel, le Sénégal peut se retrouver grand producteur de blé et ne plus avoir besoin d'en importer au bénéfice des fonds de l'État et du pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais. Un récit signé Pape Madiara Tessar. Il faut aussi savoir que la richesse en protéines confère au blé une valeur nutritive presque incomparable. Et certains disent même que rien ne peut le détrôner, n'est-ce pas, Baudelaire? Oui, on le dit, et depuis la nuit des temps, le blé constitue une équation pour nous Sénégalais parce qu'il est une composante essentielle du pain que nous consommons le matin, le soir et même à midi. Et on l'importe. Et on l'importe. Voilà. Nous avons un chercheur aujourd'hui avec nous, peut-être qui va nous permettre d'éclairer notre lanterne, M. Falloussar, qui est donc chercheur à l'ISRA. Et quand on vous dit qu'il est de Bambey aussi, ça complète un peu son horizon professionnel. M. Sarr, le blé, on en parle tout le temps. Mais au niveau de l'ISRA, est-ce que maintenant on a cessé d'en parler pour réfléchir justement sur des actions concrètes? Voilà, je suis de Bambey et plus exactement d'un village qui s'appelle Gap, qui est très proche du CNRA de Bambey. Oui. Voilà, je ne suis pas de l'ISRA, je suis de l'Institut de technologie alimentaire, ITEA. ITEA. Voilà, je pense que, parlant de composition nutritionnelle du blé, en réalité, ce n'est pas trop loin de la composition nutritionnelle des autres céréales comme le mil, comme le maïs, comme le sorgho. Parce que, effectivement, si nous prenons la protéine dont vous parlez, le blé là où il a 14%, le mil est à 12%, le maïs à 12%, le maïs et le mil à 11%. Donc vous voyez que la différence n'est pas très importante. Mais si nous prenons aujourd'hui un autre élément de nutrition qui est extrêmement important, qui sont les fibres alimentaires, vous allez trouver juste à peu près 3,5% de fibres alimentaires au niveau du blé, alors que le mil en contient à peu près 9, donc multiplié pratiquement par 3, et le même élément, si vous prenez donc le maïs, il est multiplié donc par 2. Vous prenez aussi ce qu'on appelle donc la valeur énergétique, c'est-à-dire si vous mangez, qu'est-ce que cela vous apporte en termes d'énergie. Aujourd'hui, le mil comme le maïs, énergétiquement, sont plus riches que le blé. Donc, vous voyez que ça, c'est juste peut-être dans la tête des gens, peut-être aussi pour justifier pourquoi aujourd'hui les gens consomment le blé à la place donc des autres céréales. Maintenant, y a-t-il une perspective qui se dessine pour qu'au moins les différentes céréales fassent jeu égal? Alors, je vous disais tout à l'heure que dans cette tyrannie du blé, aujourd'hui, il y a une tyrannie effectivement. Il y a une responsabilité partagée, où il y a pratiquement tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y a les chercheurs. Et dans les chercheurs, vous venez de dire tout à l'heure dans votre reportage que l'ISRA avait déjà fait un grand pas. C'est-à-dire aujourd'hui de montrer qu'il y a 8 variétés de blé qui sont dans le catalogue national des semences du Sénégal. Ça veut dire donc qu'ils peuvent être cultivés au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Pour ce qui est de l'ITEA, nous avons montré aussi qu'il y avait possibilité de remplacer partiellement le blé dans la production du pain comme dans la production de la pâtisserie. Aujourd'hui, il est démontré que 15% pour ce qui est donc du pain peut être remplacé, n'est-ce pas, dans ce processus-là. Et si aujourd'hui nous prenons les 100 milliards dont on dit que constituent donc les importations annuelles. C'est énorme, ça. Voilà. Donc c'est à peu près économiser 15 milliards qui seraient partagés aux producteurs de ces céréales que sont producteurs de maïs et de mil. Vous voyez donc l'importance, n'est-ce pas, aujourd'hui du travail qui a été déjà fait par les chercheurs. Mais non, à côté de ces chercheurs, il y a aussi les producteurs parce que cette technologie que propose l'ITEA, pour que ça marche, il faudrait qu'en amont, effectivement, que la production de maïs, que la production de mil puisse suivre en termes de quantité et de qualité. Parce qu'il faut effectivement de grandes quantités donc, de mil et de maïs, mais aussi du mil et de maïs donc, de qualité pour pouvoir faire ce processus de remplacement. C'est également les autres acteurs, comme les boulangers, et ça, je dois dire que quand même, il faut reconnaître que l'État nous avait permis, lorsque nous avions mis au point cette technologie-là, d'aller à l'échelle pour ce projet, et nous avions un projet quand même qui, avec la Fédération nationale des boulangers, nous a permis de former quand même pratiquement tous les boulangers de l'ensemble des régions du Sénégal. Voilà, pour dire tout simplement que cette technologie est aujourd'hui disponible au niveau de l'ensemble des boulangers du Sénégal. Alors, une question à plusieurs inconnus. Est-ce qu'on peut vivre sans le blé? Autrement dit, est-ce que nous pouvons nous nourrir d'autres céréales qui ne soient... Mais cela va de soi. Avant nous,
nos grands-parents, ils vivaient sans le blé, ils ne connaissaient pas le blé, c'était les céréales. Et ils n'en mouraient pas. Bon, en tout cas, ils vivaient très bien avec les céréales que nous produisons localement. Aujourd'hui même, il y a des gens qui pratiquement, je ne dis pas qu'ils se passent du blé, mais en tout cas qui le prennent très peu. Et je pense que ces gens-là aussi vivent très bien. Donc, c'est dire tout simplement que c'est une question d'habitude alimentaire. Maintenant, qui est extrêmement difficile à enlever systématiquement. Mais nous, ce que nous proposons, c'est qu'aujourd'hui, reprendre ce qui a existé avant. C'est les cantines scolaires. Les cantines scolaires, parce que tout simplement, les jeunes enfants âgés de 5 à 7 ans, si aujourd'hui l'État, on les habitue avec les collectivités territoriales, avec aussi l'association des parents d'élèves, nous faisons un format qui permet à tout le monde de participer. Je pense qu'on peut relancer ce processus-là qui peut permettre effectivement d'habituer nos enfants à la consommation de ces céréales. Mais aussi qui permettrait donc de tirer les unités de transformation qui existent dans ces territoires-là aujourd'hui, qui ont des produits qu'ils ne peuvent pas écouler. Donc, ça je le dis en connaissance de cause, parce que tout simplement avec Contact International dans la région de Saint-Louis, grâce à un projet qu'on appelle TAX, transition alimentaire dans les cantines scolaires au Sénégal, nous avons expérimenté et aujourd'hui ça a permis à beaucoup d'unités de transformation à écouler leurs produits et à permettre aussi aux enfants de consommer local. Je pense que cet exemple-là pourrait être effectivement amplifié et généralisé au niveau du Sénégal. Ça permettrait d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, véritablement d'aller à un remplacement systématique de cela dans les habitudes alimentaires des Sénégalais. Il semble que vos expérimentations se déroulent à des échelles plus réduites, si bien que peut-être il n'y a pas encore un écho d'amplification des recherches que vous faites et qui sont arrivées effectivement à des résultats probants. Mais n'est-il pas temps sans doute de changer d'échelle de perception d'abord de la problématique, mais en même temps aussi de voir quels sont les ressorts sur lesquels vous vous appuyez pour donner de vos résultats un certain brio, une certaine visibilité? Alors, vous savez que parlant donc de ce paradigme-là, il y a 2 étapes qu'il faut comprendre. L'étape recherche, c'est une étape laboratoire, donc circonscrite, où effectivement nous expérimentons pour prouver. Et après cela, maintenant, il faut aller à l'échelle. Maintenant, pour aller à l'échelle, pour la division des résultats de recherche, ça aussi, c'est une autre étape qui souvent est l'étape la plus difficile, parce que ça demande beaucoup plus de moyens, mais aussi beaucoup plus de mobilisation. Alors, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs, et je pense que sur ce, l'ITA a bien pris donc les choses en main, parce que dans notre conseil d'administration aujourd'hui, vous allez trouver des représentants du CNCR, vous allez trouver aussi pratiquement les autres quand même producteurs et transformateurs qui sont considérés en tout cas dans l'orientation des recherches que nous sommes en train de faire. Maintenant, je pense que je peux profiter quand même de cette antenne pour demander à l'État qui, nous reconnaissons que beaucoup d'efforts ont été faits de sa part, parce que véritablement au niveau de l'ITA quand même, nous remercions le bon Dieu, mais on demande encore plus de moyens pour faire le scaling up, comme disent les Anglais. Ça nous permettrait effectivement de faire la division large de beaucoup de nos résultats que nous avons et qui continuent à dormir. Et c'est l'occasion aussi d'appeler les promoteurs sénégalais, les entrepreneurs, pour leur dire qu'au niveau de l'ITA, il y a des technologies qui peuvent permettre aujourd'hui soit de développer, soit de créer, soit aujourd'hui d'aller vers la diversification au niveau de l'entreprise et de créer beaucoup plus d'emplois et d'opportunités. Bon, j'espère que votre appel sera entendu. Mais autre question maintenant, un de vos collègues chercheurs est passé récemment à nos antennes et pour dire effectivement qu'il y a possibilité maintenant de cultiver le blé au Sénégal. En fait, la tyrannie, elle se poursuit. Alors, c'est pour cela que je dis que c'est une équation qui, pour moi, il faut aborder au moins sous 2 angles. Le premier angle, c'est effectivement d'essayer de voir qu'est-ce que l'introduction de ces variétés de blé dans l'écologie du Sénégal pourrait donner en termes donc de production. Mais également d'essayer de trouver des alternatives par rapport à ce que l'ITA a trouvé. Aujourd'hui, est-ce qu'avec les jeunes générations, les enfants qui sont aujourd'hui à l'école, les plus jeunes encore, est-ce qu'aujourd'hui, en les habituant à la consommation des produits locaux, est-ce qu'on n'arriverait pas, en combinant les deux, véritablement aujourd'hui à sortir de cette tyrannie? De toute façon, je pense que c'est une approche, mais peut-être que c'est l'opinion qui jugera, mais c'est une approche quand même que de commencer justement par les jeunes, les adolescents, qui en s'habituant effectivement à cette consommation peut-être de céréales locales, pourraient grandir avec et du coup, sans doute se détourner sans doute des céréales qui viennent de l'extérieur. Mais autre chose maintenant est de voir si vos propres recettes culinaires et vos propres résultats peuvent maintenant trouver un cheminement industriel, avec peut-être l'apport du secteur privé, l'apport des banques, une offensive peut-être en direction sans doute des consommateurs les plus en vue, donc potentiellement qui sont influents sur les opinions pour déterminer leur comportement. Mais absolument, et ça je pense que ça a déjà commencé. Si je vous dis qu'aujourd'hui, le café Touba que tout le monde boit et que tout le monde aime,
mais qui pose un problème de préparation. La préparation, elle est très fastidieuse. Mais l'ITA s'est mis dans le processus de facilitation d'utilisation et aujourd'hui a produit ce qu'on appelle le café Touba instantané, qui s'utilise comme le Nescafé. C'est juste chauffer de l'eau, mettre le nombre de cuillerées et votre café est terminé. Et je peux encore dire autre chose, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises, je ne ferai pas donc de la publicité, qui aujourd'hui sont là dans le domaine du lait, dans le domaine de la charcuterie. Aujourd'hui, c'est des procédés que l'ITA a mis au point, qui sont en train d'utiliser et qui sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire des champions carrément. Donc c'est véritablement dire qu'il y a aujourd'hui un gros potentiel. Parce que, encore une fois, l'industrie, un des intrants importants de l'industrie, c'est encore l'innovation technologique. Et le rôle de l'ITA, c'est effectivement de faire de l'innovation technologique et mettre à la disposition des entrepreneurs ou les porteurs de projets agroalimentaires. Monsieur Sarr, le café Touba instantané a fait une grosse pénétration dans le consommé sénégalais. Cette offensive-là, elle ne vous inspire pas peut-être une démarche? Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est parce que nous avions vu que les Sénégalais aimaient. Et surtout les Sénégalais de la diaspora aimaient, mais avaient des problèmes de temps et de process à utiliser pour pouvoir boire. Et c'est ça qui nous a inspiré et qui nous a poussé aujourd'hui à faire de la recherche et à arriver à un produit qui est instantané, très facile à préparer. En 2-3 minutes, vous pouvez donc chauffer de l'eau, mettre le nombre de cuillerées dont vous avez besoin et secouer. Ensuite, vous avez votre café qui est terminé. Il faut intégrer la dimension culturelle, mais aussi la dimension culturelle, liée au fait que peut-être Café Touba, ça a une résonance d'appartenance confrérique, je veux dire d'attachement maintenant à des valeurs et qui pousse sans doute les gens, même si peut-être ils ne sont pas de gros consommateurs de café, en tout cas, à adhérer. Le promoteur aujourd'hui à qui nous avons transféré la technologie, nous avons ensemble fait le lancement à Massalikul Jinan, et je pense que quand même il y avait une forte adhésion parce qu'il a même été invité dans la plus haute hiérarchie pour effectivement s'enquérir donc de la situation de ce produit. Alors on dit que les vieilles marmites font les bonnes sauces, mais qu'en est-il des anciennes recherches de l'ITA qui sont aujourd'hui dans des tiroirs? Bon, pas forcément dans les tiroirs, parce que beaucoup de choses quand même ont changé, il faut le dire, même si nous voulons que cela change davantage. Je pense qu'on a démontré le 14 décembre passé, lors de notre journée de partenariat pour l'entrepreneuriat, qu'on pouvait valablement consommer depuis l'entrée jusqu'au dessert, en passant par les plats de résistance et la boisson, 100% sénégalais, produits localement. Donc ça, je pense que c'est une démonstration pour illustrer effectivement donc, ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que vous avez des forces d'entrain, c'est-à-dire des identités remarquables qui peuvent, à la limite, relayer un peu votre plaidoyer? Bon, par la presse, je pense que ce que je suis en train de faire là fait partie. Et vraiment, nous vous encourageons à continuer à inviter les chercheurs de l'ITA et les chercheurs d'ailleurs, pour que les gens continuent aussi à contribuer à la diffusion de leurs résultats. Mais je pense aussi la journée du 14 décembre que nous avons organisée, à laquelle beaucoup quand même de la presse était là, et aussi les entrepreneurs et les projets étaient là, je pense qu'aussi participe effectivement à la diffusion donc, des résultats que nous avons, comme vous dites, dans nos tiroirs. Voilà, Dr Fallou Sarr, le succès vient après l'effort. Je suis sûr que tous les efforts que vous consentez pour peut-être donner au pays donc des recettes tirées justement des essences locales, ça arriverait un jour justement à donner satisfaction. En tout cas, nous le croyons. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que dans cette nouvelle dynamique de l'État de territorialisation de l'industrialisation, nous avons pensé que l'UTA va encore jouer un rôle plus important. Et voilà pourquoi je vous informe que dans les agropoles que vous avez au sud, au centre, au nord, l'UTA va gérer ce qu'on appelle donc le centre d'excellence, c'est-à-dire un centre pour la création d'innovation, mais aussi pour l'accompagnement technique de tous ceux qui seront installés donc dans ces agropoles-là. Docteur Fallou Sarr, merci. Merci beaucoup. Merci. Et plein succès justement sur les recherches encore à venir. Vraiment, merci encore une fois de cette invitation. Au nom donc du directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, Dr Momodou Amadoussek, et de l'ensemble des chercheurs de l'Institut de technologie alimentaire, nous vous remercions pour cette invitation. C'est nous. Adama. Merci. Mais le débat continue, merci également à votre invité. Le débat continue en tranche de vie, je le disais, au sommaire, la question du blé à l'origine de la hausse du prix du pain, coup dur pour les ménages, surtout les plus démunis. Le petit déjeuner est un repas important, on le sait tous, mais au fil des circonstances, certains abandonnent la tradition pour X raisons, certes, mais dans tranche de vie ce soir, nous allons voir comment des familles aux revenus moyens vont supporter la hausse du prix du pain. Et c'est un reportage de Mamadou Lamine Fati.
Le petit déjeuner, un des repas le plus important de la journée. Pour certaines familles, la conjoncture et la situation économique sociale les poussent à se passer de ce repas. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le petit déjeuner à cause de la cherté de la vie. Le pain est cher, surtout pour nous les ménages avec beaucoup d'enfants. La hausse du prix du pain a diminué la consommation de moitié. On achète le pain à 175 francs. Ce n'est pas normal. Augmenter le prix du pain sans problème. C'est seulement au Sénégal que cela peut exister. J'ai fait 5 ans au Liban. Je connais les conséquences des hausses du prix du pain. Il faut qu'ils nous aident à diminuer les coûts de l'alimentation. Pour cette personne, la situation économique difficile dont elle fait face et la hausse du prix du pain l'ont amené à changer ses préférences culinaires. Présentement, c'est une situation quoi. Parce que actuellement, moi, je ne comprends pas la situation. En vérité, l'augmentation du prix du pain m'a poussé à préférer la bouillie. C'est difficile de comprendre la hausse du prix du pain, alors que le poids n'a pas changé. Si c'est le cas, ce n'est pas bien. Je demande qu'on revoie la situation. Les gens sont fatigués. Moi, je prends la bouillie ou le beignet à base de mil au petit déjeuner. Comprendre non actuellement njaboot moom sama boo bëggee dégg sonn nañ quoi mais man xonde laay ndekkee wala beñ dugub. Si la base du petit déjeuner de bon nombre de banlieusards est le pain, son augmentation pose problème pour Ndiaga Pouye. maanaam man barki dem laa dugg sama bitik di jënd mburu ñu ne mburu bi nañ koy yokk am na ñoo xam ne yàlla may na leen njëg am ñoo xam ne amuñu njëg gi. C'est avant-hier en allant à la boutique que j'ai su que le pain a connu une hausse. Il y a des familles qui peuvent l'acheter, d'autres non. Il faut savoir que la vie est chère pour la plupart des ménages. ak jamono ji fi mu toll nii tey boo amee yow sa morom amut man bu ma ñàkkee sa morom am na loolu suñu borom dogal mais am na ñoo xam ne tey métti na ci askan wi lool ku baax. Pour cet autre habitant de Paklambaye de Pikine, la hausse du prix du pain va forcément impacter sur le petit déjeuner des góorgóorlu. maanaam yokku murit mi jeexital yi mu am ci askan wi mooy ay jafe-jafe lay yokk parce que boo xoolee fu mu toll nii am na ñoo xam ne dañ daan xëy du ñu am lu ñu jëndee mburu sax. L'impact de la hausse du prix du pain est énorme chez les familles non nanties. C'est difficile pour elles de joindre les deux bouts. Si on sait que le rêve de toute famille est d'avoir un toit, alors avec ces hausses, à n'en plus finir, c'est difficile de faire des réalisations. Moi, parfois, je ne prends pas le petit déjeuner, comme bon nombre de personnes. Pour compte de la tradition culinaire sénégalaise, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont des moments importants de partage du repas. Avec la conjoncture et la hausse du prix du pain, la plupart des ménages revoient leur mode de consommation. Certains même vont jusqu'à se priver de petit déjeuner. Cette semaine, le candidat à la présidentielle française dit avoir l'intention de rapatrier tous les étrangers de France quand il sera élu président. Voici alors les réactions de certains ressortissants sénégalais. Micro-trottoir réalisé à Paris par Abdoulatif Diop. Ça, c'est juste des propos de campagne électorale, mais c'est infaisable, c'est pas possible. Dès lors qu'il y a des gens qui ont déjà ici, à moins qu'on change la constitution et qu'on déchoie beaucoup de personnes de leur nationalité, mais c'est même pas possible. Ce qu'il faut dire par rapport à Zemmour, c'est que bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas, en tout cas dans ses propos et dans tous ses discours, qui montre sa haine du noir, de l'islam, du musulman. C'est pas possible parce que... Comment ça s'appelle? Parce qu'en fait, tu ne peux pas dégager des personnes ici. On est plus d'immigrés que les Français eux-mêmes. Donc comment il veut dégager tout le monde? Sa France, on va dire, elle ne va pas avancer ou évoluer ou quoi que ce soit. Donc c'est pas possible. Moi, en tant qu'immigré et français, je suis sénégalais et français. J'ai la nationalité française. Je vote comme tous les Français. Éric Zemmour, il a des paroles électoralistes et racistes. Depuis lors, ça fait 3 ans, même 10 ans, qu'il critique les immigrés, les noirs, tout ça. Personne ne lui dit rien. Moi,
moi, j'ai une chose à dire, appeler à tous les immigrés de France, tous les musulmans, noirs, chrétiens, tous, de voter contre Zemmour. Ils commencent à en avoir marre, nous tous, de continuer à nous insulter. Les Noirs ne font pas ça, les Noirs c'est des voleurs, les Arabes c'est des voleurs. On en a marre de ça. Moi, en tant qu'immigré, je vais voter, comme tout le monde. Et je vais dire à mes enfants d'aller voter contre Zemmour. Ça plaît ou ça ne me plaît pas. Éric Zemmour me fait sourire doucement. Aujourd'hui, si on regarde bien, le choix de ces éléments de langage n'est pas anodin, parce qu'il a accepté sa communication en agitant les voiles de la peur, de l'insécurité et des attaques très frontales sur l'islam. Donc c'est très bien qu'il y a une partie de l'électorat de droite et de l'extrême droite qui sont aujourd'hui un peu indécis parce qu'ils se sont dit que leur chef de file, à savoir Marine Le Pen, peine à gagner des élections. Donc il sait que c'est un peu un terreau fertile pour lui, pour aller gratter un peu un électorat. Donc c'est un choix purement électoraliste. La France, si elle est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce qu'elle a eu un apport qui est venu d'ailleurs. Et ça c'est inéluctable, c'est la marche du... c'est la marche du temps. On ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, ça se transforme. Le monde est devenu un village planétaire. Les gens s'interpénètrent. Et puis la France ne peut pas aujourd'hui vivre en autarcie et en dehors du monde qui l'entoure. C'est pas possible. C'est Dame Babou, consultant en communication, qui partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. On regarde. Comment je prépare ma semaine? C'est une bonne question, mais ce que je fais en premier lieu, c'est d'être réaliste. Si j'ai 5 tâches, par exemple, à accomplir, je me dis que nécessairement, il y aura une ou deux qui ne seront pas réalisées. Donc, je ne veux pas me stresser pour vouloir accomplir tout ce que j'avais prévu. C'est pourquoi j'essaie de faire la hiérarchie en termes d'importance. Quelles sont les tâches qu'il faut absolument accomplir et les autres qui peuvent attendre au cas où je n'arrive pas à les accomplir. Et surtout, essayer de voir ces activités-là, je les mène avec qui? Quel est le programme des gens avec qui je devrais travailler? Quelles sont leurs préoccupations? Comment faire pour ne pas constituer une pression sur ces personnes-là? Parce que c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui a envie de travailler avec vous le lendemain. Ensuite, ne pas réussir une tâche, ce n'est pas la fin du monde. En matière d'organisation de son temps, donc je vous dis simplement ce que je pense. La première chose, c'est, je reviens sur le caractère réaliste et l'attitude mentale qui veut dire que la vie ne va pas s'arrêter si je n'arrive pas à faire quelque chose. Prenons les tâches qu'on va accomplir, mettons-les en termes de priorité, en sachant, comme je l'ai dit au début, qu'il y aura des tâches qui ne seront pas accomplies durant la semaine. Durant le week-end, prenez votre temps, ne vous stressez pas. Et surtout, moi, en week-end, je pense que ce que j'évite toujours de faire, c'est des prévisions et des organisations. Pendant la semaine, moi, je veux faire les choses au pied levé. Programmer sur 15 jours, 20 jours, 1 mois, qu'est-ce que je veux faire ce week-end-là, me donne beaucoup plus de stress que si j'attends le week-end et je fais ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire, et ne pas me dire « Ah non, j'avais déjà donné un rendez-vous, j'avais prévu, je voulais faire ceci ». Voilà un peu comment je vois l'organisation du temps.